La question qui nous rassemble là ce soir, est-ce que la scénographie est une œuvre collaborative? Alors déjà je remercie les invités qui sont là. Anne Prugnon, directrice de Transmédia à Universcience. Vous étiez auparavant responsable des projets muséographiques au Science Museum de Londres. Numérique, pardon. Pascal Gobelot, vous êtes documentariste, producteur d'œuvres numériques et réalisateur. Vos œuvres numériques ont souvent été sollicitées dans des musées de sciences et de beaux-arts. Vous avez donc une double approche, d'une part de créateur par vos œuvres personnelles et de commandes de création dès lors où les institutions vous sollicitent. Et vous êtes l'un des fondateurs de Expo Fédération des concepteurs d'exposition. Et enfin, administrateur de la SCAM étant la Société civile des auteurs multimédia, dans la commission écriture émergente. C'est ça? Et enfin, Yann Rocher, vous êtes historien, architecte, scénographe et enseignant. Vous êtes diplômé de l'école d'architecture de Paris-Malaquais, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Vous avez travaillé à la conception de plus d'une vingtaine de théâtres et d'auditoriums. Et depuis 2009, vous êtes maître assistant à l'école d'architecture Paris-Malaquais et vous enseignez la scénographie à Paris-Belleville. Et vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'architecture, la scénographie, dont le très beau livre « Théâtre en utopie ». Voilà, donc on va commencer donc sur ce sujet. Je me suis posé la question en préparant avec vous aussi cette table ronde. La notion d'auteur, à quand remonte-t-elle? Et alors j'ai trouvé qu'en fait, cette notion d'auteur repose sur un différend qui est né entre deux saints, vers 560, et dont le sujet du litige était un recueil de psaumes, et où l'un était l'auteur et l'autre l'avait recopié. Et ça a été tranché, cette question fut tranchée par le haut roi d'Irlande, avec pour argument, une copie faite sans permission doit appartenir au maître d'œuvre original, en vertu du principe « chaque vache son veau ». Le droit d'auteur, par contre, bien sûr, tel qu'on commence à le connaître, passe par la production littéraire au XVIIIe siècle, en 1610, avec une première œuvre théâtrale couverte par le droit d'auteur. L'auteur jouissait alors du monopole de 14 ans renouvelable une fois. En France, c'est à l'instigation donc de Beaumarchais, celui qu'on connaît, Société des auteurs, que en décembre 1780, les droits d'auteur dramatiques sont fixés à 5 ans renouvelables par un arrêt du Conseil d'État. Au XIXe siècle, c'est par la Convention de Berne que les États signataires prolongeront la durée de cette protection à 5 ans minimum. Post-mortem, en Europe, les législations sont harmonisées depuis juillet 1995. Du côté des scénographes de spectacle, cette question remonte à 1992 par l'esquisse d'une charte de l'Union des scénographes. En 2004, cette charte est adoptée, puis modifiée 2 fois, de reprise, dont la dernière mouture en 2020. Et du côté des scénographes d'exposition, c'est une charte qui s'est établie en 2016, puis mise à jour depuis peu. Alors, j'ai 3 questions à vous poser, les uns et les autres, et vous allez pouvoir rebondir. D'abord, est-on d'accord sur la question de l'œuvre collaborative? Et pour qu'il y ait un auteur et des droits, il faut qu'il y ait une œuvre. Et une scénographie, question vaguement provocante, est-elle une œuvre? Alors, Yann? Je veux bien prendre la parole pour donner peut-être une précision juridique sur le cadre assez exceptionnel dans lequel on est en France, qui a réussi à convaincre ses partenaires européens, ce qui fait que maintenant c'est devenu une spécificité européenne. C'est que nous défendons ici la notion du droit d'auteur, opposée à la conception anglo-saxonne du copyright. Le copyright appartient à quelqu'un, quel qu'il soit, et il se cède de façon indifférente. C'est un produit industriel, c'est un produit économique. Le droit d'auteur comporte un volet moral qui est attaché à l'œuvre et qui fait que l'auteur d'une œuvre, non seulement il y a des retombées économiques, mais il y a aussi un droit moral qui revendique l'idée qu'il y a une singularité de création artistique d'une œuvre. Et que cette singularité-là, elle est attachée à une personne, à un auteur, et ce n'est pas attaché à une entité économique. Ça, c'est une spécificité française, maintenant européenne, ce qui fait que
en France, le droit d'auteur se gère par les auteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque auteur d'une œuvre, que ce soit un artiste, un musicien, un réalisateur de documentaire comme moi ou un réalisateur de fiction, peut négocier avec ceux qui commandent une œuvre directement des droits d'auteur. Chaque fois que son œuvre est exploitée, la loi fait qu'il doit bénéficier de droits d'auteur, à la fois droit moral et droit financier. C'est pour ça que les sociétés d'auteurs que nous connaissons, ce sont des associations d'auteurs qui vont gérer collectivement les droits d'auteur. Il y en a 4 en France. Il y a la DAGP pour les artistes qui vont gérer les droits des images. Il y a la SACD, donc fondée par Beaumarchais, c'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour tout ce qui est œuvre de fiction. Les films, le long métrage en relève. Il y a celle qui est la plus connue, donc, qui est la SACEM, parce que c'est celle qui est la plus efficace aussi, pour tous les droits musicaux. Et celle dont je fais partie, qui est la SCAM, Société civile des auteurs multimédia, pour tout ce qui relève du documentaire et tout ce qui relève de l'écriture du réel. Donc, c'est beaucoup le documentaire, c'est aussi l'écrit, les journalistes de l'écrit, des images fixes, et aussi des écritures émergentes, notamment les youtubeurs, par exemple, relèvent de ce répertoire-là. Donc, chaque fois qu'il y a un lieu où émerge, et donc c'est au sein de la SCAM, la commission dont je m'occupe, émerge une nouvelle écriture, émerge une nouvelle question de droit d'auteur, va se poser la question de comment ces droits vont être, d'une part, négociés. Est-ce qu'ils vont être négociés de façon individuelle? Est-ce qu'ils vont être négociés de façon collective? Et sur quel périmètre? Il me semble que dans l'exposition, ça a été une des questions un peu au fondement de la rencontre des différents métiers de l'exposition, il y a 2 ans à la fondation d'XPO, entre scénographes, éclairagistes, producteurs d'expériences numériques. C'est la question qui nous a fédérés en disant ce qu'on produit, tous ensemble à différents niveaux, à différentes choses, dans une exposition, ce sont des œuvres qui ont à voir avec une création de l'esprit, avec une singularité à différents niveaux, et notamment une singularité des scénographes. Et cette singularité, elle peut vraiment se mesurer avec ce dont vient de parler Raymond sur l'origine du droit d'auteur, c'est est-ce qu'il y a du plagiat possible? Si quelque chose peut être plagié, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une singularité attachée à une personne, et à ce moment-là, il y a vraiment une création, il y a un auteur, et il y a du droit d'auteur. Et enfin, je vais juste terminer là, passer la parole. Dans le premier cadre qu'on peut imaginer dans une exposition, il y a 3 niveaux où il y a de la création et il y a du droit d'auteur. Il y a le premier niveau qui est évident mais qui n'est pas respecté en France, qui est le niveau des œuvres exposées, un photographe, un artiste, un créateur, quand il a une œuvre exposée, ça relève du droit d'auteur. Il y a des œuvres créées pour l'exposition, une installation immersive, un spectacle, une création pour l'exposition qui peut relever aussi du droit d'auteur. Et enfin, la scénographie elle-même, qui maintenant est en train vraiment d'être donc reconnue symboliquement comme étant une création, mais qui peut générer du droit d'auteur en tant que c'est une écriture. Alors avant de passer la parole à Yann, juste une petite anecdote qui fait référence au théâtre, mais je la trouvais plutôt amusante. Il se trouve que le slide que vous avez devant vous, effectivement, c'est un mobile de Calder. Ce mobile de Calder a été conçu pour la pièce Nucléa, pièce mise en scène par Jean Vilar. Donc on est passé en fait d'une œuvre éphémère à une œuvre aujourd'hui qui est rentrée dans le domaine public et qui vaut plusieurs millions. C'est l'une des œuvres les plus chères. C'est-à-dire que bien évidemment la question de la scénographie, quand Calder fait cette scénographie pour Jean Vilar, Nucléa, il crée quelque chose d'éphémère. Et elle a été retrouvée, pour l'anecdote, elle a été retrouvée dans une benne à Avignon par un ouvrier municipal qui s'est dit qu'est-ce que c'est que ce bout de ferraille? Et depuis, donc, cette œuvre est l'une des plus chères. Donc voilà, Yann, si vous pouviez nous parler un petit peu justement de la scénographie, du rapport au théâtre, parce qu'il y a beaucoup de similitudes finalement, puisqu'on aussi, simplement, c'est à l'origine. La scénographie, l'origine vient du théâtre. Donc voilà, si vous pouviez étendre votre réflexion.
Merci Raymond. En fait, ce qui peut paraître une question technico-juridique, le droit d'auteur, à mon avis, renvoie à une question plus fondamentale sur le métier de scénographe. On voit que la notion d'ailleurs de valeur est en jeu à travers l'anecdote de ce que vous citez sur Calder. Et je pense que ça convoque des notions de professionnalisation, de valeur et aussi de reconnaissance. Le point de vue que je peux développer, c'est un point de vue d'enseignant-chercheur, d'une part, et de commissaire. Donc, je ne suis pas scénographe à proprement parler, donc je parle sous votre contrôle. Mais je pense que si cette question de droit d'auteur se structure, se pose aujourd'hui depuis quelques années, je pense que cela tient au caractère même, où on ne peut pas faire fi du caractère même du métier de scénographe, où, à mon avis, deux choses sont importantes à noter. La première, c'est en effet cet aspect collaboratif, parce que je me rappelle ce qu'évoquait l'historien et scénographe théoricien Marcel Fredfond, qui parfois disait mais la psychologie, la sensibilité d'un scénographe, c'est quelque chose de tout à fait particulier, parce que c'est à la fois un artiste, mais c'est un artiste qui est au service d'eux, qui est toujours dans le collaboratif, à l'interface, et de ce point de vue-là, c'est dur de l'identifier en tant qu'auteur seul, comme ça, et qui produit une œuvre autonome. Le deuxième aspect, dont on a un petit peu parlé dans la discussion préparatoire, c'est le côté éphémère de la scénographie, même si ce n'est pas toujours le cas, il peut y avoir des expositions bien sûr permanentes, mais en règle générale, quand même, un scénographe contractualise sur un événement, on le paye une fois pour qu'ils mettent en forme. Et de ce point de vue-là, on peut voir aussi une sorte de résistance naturelle de cette discipline au fait de pouvoir exercer un droit d'auteur devant quelque chose qui serait reproductible, valorisé par des vues, des images, etc., etc. Alors, il m'est arrivé, par exemple, en tant que commissaire, de voir mon scénographe à nouveau contractualisé, mais c'est parce que dans le cas d'une itinérance, on le remissionne, il réadapte une scénographie, etc., mais ce n'était pas un droit d'auteur qui était exercé. Donc je pense que, pour reprendre le mot de Pascal tout à l'heure, le périmètre, je crois que ce qu'il faut noter, c'est que c'est difficile de définir dans ces conditions un périmètre où le scénographe pourrait exercer un droit d'auteur, même si on voit que la tendance actuelle, bien sûr, l'y amène. Je pense que cet état de fait, en fait, va évoluer. Et je vois deux raisons à cela, au moins, deux évolutions. La première, c'est l'évolution du métier de scénographe. Alors, Raymond, vous me demandiez de jeter un œil à cette histoire du métier de scénographe, qui remonte à la nuit des temps, à l'Antiquité. On a déjà ce métier est déjà formalisé. Mais on voit bien que, et notamment par la figure, durant le XXe siècle, de scénographe décorateur, que c'est un métier qui est de l'ordre de l'exception. Et puis, dans les 20 dernières années, qui va se développer assez fort, s'élargir. Et donc, voilà, à mon avis, une première raison. L'autre évolution qui nous ramène à cette notion de droit d'auteur, c'est la notion d'exposition en tant qu'œuvre. C'est-à-dire, ce serait l'idée à ce moment-là, pour rebondir sur ce qui a été évoqué avant, que la scénographie, au fond, ne serait qu'une part, mais irréductible, indissociable d'une œuvre plus globale qui serait à ce moment-là l'exposition. Et de ce point de vue-là, je voulais citer le cas de l'art contemporain. On voit un très grand nombre d'artistes qui non seulement s'inspirent, reprennent, reconduisent ou réinterprètent des scénographies célèbres. Je voulais prendre comme exemple cette exposition de la Kunsthalle de Berne en 1969 qui s'appelait When Attitudes Become Form, qui est une exposition qui a été reprise en tant que telle pour son commissariat, bien sûr, mais pour sa scénographie en 2013 par l'artiste Thomas Demand et l'architecte Rem Koolhaas. Donc s'il fallait se le prouver d'une certaine manière, on voit bien que la scénographie est bien souvent indissociable de ce qui serait une exposition qui dépasse, qui ajoute une valeur à la simple totalité ou l'assemblage indépendante des œuvres. Merci Yann. Anne, pour vous qui êtes donc directrice transmédia, déjà on est dans cette traversée des savoirs et des techniques. Comment se passent ces questions de droit d'auteur
et de droit, enfin, tout simplement par rapport à tout ça? Alors moi, je ne vais pas spécialement répondre sur la question des droits d'auteur, parce que je pense qu'on peut un peu aussi élargir la question. J'avais plutôt envie de parler d'une question de pratique, parce que si on se positionne par rapport à la réflexion de l'œuvre, c'est tout aussi la question de la pratique, de l'écriture que vous avez soulevée. On a parlé aujourd'hui du fait que, effectivement, ce qui était intéressant dans le médium exposition, c'était aussi l'usage du corps, le fait que c'est un médium que l'on utilise socialement, qu'on utilise en groupe. C'est quelque chose qui va être nourri avec différentes temporalités, différents rapports, de l'intimité, du social, quelque chose où des fois on va engager le cognitif, mais le ludique, enfin toutes ces choses-là, et que bien évidemment, ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Ça va être la responsabilité des muséographes d'un côté, ça va être celle des scénographes, parce que ils vont mettre en temps, ils vont mettre en corps, ils vont mettre en musique ce propos, et puis l'ensemble des producteurs des différentes installations, des différentes dispositifs de médiation qui vont venir accompagner l'exposition. Et par rapport à ça, je me permets de mettre ma petite casquette de la personne qui vient d'Angleterre et de vous partager mon rapport d'étonnement par rapport à la façon dont j'ai vécu la passation entre l'arrivée d'Angleterre et l'arrivée de France. Et sur le fait que en Angleterre, ils n'utilisent pas la loi MOP, ils utilisent le schéma RIBA des architectes et qui permet de pouvoir en fait considérer que la partie de l'esquisse se fait après la notification des scénographes. Et ça veut dire qu'il y a un temps très long, enfin beaucoup plus long que ce que moi j'ai pu découvrir en France, qui est consacré à ce travail de collaboration où effectivement les scénographes, les concepteurs multimédia, les muséographes ont un temps réel de travail et d'échange et d'ajustement entre effectivement est-ce que ce concept, si on l'étale dans le temps, est-ce que cet élément, si on lui donne un dispositif qui est peut-être plus ludique ou sur lequel on va avoir un degré de concentration qui est... Est-ce que derrière, on ne met pas un petit truc un peu plus léger? Et ce travail d'ajustement, c'est pour moi ça qui fait vraiment qu'une exposition est une œuvre. Alors, je n'ai pas tranché sur est-ce que c'est une œuvre de collaboration ou une œuvre collective, mais en tout cas, c'est une œuvre en collaboration. Voilà. Ça veut dire que c'est en fait le système qui est mis en place ici en France en ce moment qui gênerait peut-être, d'après ce que je peux entendre dans vos mots, cet effet d'incubation, c'est-à-dire de travail en équipe, ce qui peut se passer au théâtre, pour prendre un exemple, entre un metteur en scène, un scénographe, une équipe d'acteurs au service d'un spectacle. Donc on pourrait imaginer est-ce qu'on pourrait imaginer le même schéma sur une exposition? Je pense que c'est important de l'imaginer. Et puis c'était un petit peu aussi, j'imagine, le propos de Marie-Paul tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que les disciplines, les pratiques, que ce soit dans les équipes de maîtrise d'œuvre que dans les équipes de maîtrise d'ouvrage, elles commencent à prendre le temps, parce que finalement, la proposition et la promesse que l'on donne à nos visiteurs, c'est cette expérience, et l'exécution c'est intéressant, mais le geste, le propos, le geste intellectuel qu'on a envie de donner, c'est important de le travailler collaborativement, quoi. D'accord, merci. Yann, pas Yann, pardon, Pascal, excusez-moi, vous m'avez parlé justement de changement de statut à partir d'une même œuvre, une numérique, est-ce que vous pouvez en parler un peu? Oui, alors ça c'était un peu anecdotique, c'est-à-dire que là, à titre personnel, selon le cadre juridique, en faisant la même chose, le même film, parfois ça peut être considéré comme une œuvre quand il est diffusé à la télévision et pas quand il est diffusé dans un musée, alors que c'est exactement le même objet. Donc ça, c'est un des paradoxes juridiques sur lequel il y a énormément de travail. Mais pour accompagner ce que vient de dire Anne, il y a un des points, par exemple, de blocage dans la loi actuelle, qui est sur la conception des expositions, qui de plus en plus mêle la scénographie, le multimédia, l'expérience immersive audiovisuelle, où la conception est séparée de la réalisation. C'est-à-dire que, là, on est strictement, en tant que producteur et créateur d'œuvres immersives audiovisuelles, je suis directement concerné. Je peux être appelé dans une équipe pour répondre à un appel d'offres scénographique, pour concevoir l'objet, mais je serais interdit de répondre pour la réalisation de l'objet. Donc c'est parfois des choix cornéliens, on se dit non, on ne va pas participer parce qu'on aimerait bien le faire. C'est complètement absurde. Et ça, à partir du moment où l'exposition serait considérée comme une œuvre
de collaboration avec la possibilité d'un suivi du début à la fin, ce genre de choses, ce genre de paradoxe pourrait être levé. Mais là où c'est intéressant, c'est pas complètement qu'une question technique, c'est aussi, et là c'est en tant que producteur, pas en tant que réalisateur, en tant que producteur audiovisuel que je me place, c'est aussi très lié à la question du contrat d'auteur. C'est pas seulement une question de gestion de droits pour les auteurs, parce qu'on va percevoir des droits, etc., une revendication. C'est aussi qu'il y a un objet qui va centraliser la création. C'est un objet sur lequel, là, le producteur, par exemple, est détenteur des droits, et il va pouvoir aussi les valoriser. Donc c'est un objet qui va être central, et qui va, l'objet contrat d'auteur et l'objet qui définit la singularité de l'œuvre, que ce soit une exposition, un film, n'importe quoi, c'est quelque chose aussi qui va pouvoir rassembler les choses, qui va pouvoir rassembler les intervenants, qui va pouvoir rassembler toutes les collaborations à différents stades et qui va pouvoir valoriser aussi, à la fois dans la création et aussi ensuite dans la diffusion de l'exposition et de l'œuvre. Yann, un mot sur tout ça? Non, je me posais simplement la question de comment peut s'exercer le droit du point de vue de l'institution. C'est-à-dire que quand on monte une exposition, d'abord l'institution aime la plupart du temps avoir toutes les cartes et donc a plutôt tendance à distribuer les rôles avec des contrats séparés qui vont, à mon avis, à l'encontre de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, il y aurait une œuvre qui est l'exposition qu'on peut reconnaître en tant que telle. Donc je dirais que ce mode de contractualisation ne favorise pas tellement cette conception-là. Après, une institution demande une cession, c'est-à-dire pour être tranquille, c'est-à-dire on vous paye, vous réalisez quelque chose, et puis elle considère que voilà, elle vous doit plus rien, mais le droit d'auteur, dans ce qu'elle comprend de droit moral, par exemple, est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, si une exposition un peu clé en main devient itinérante et que l'institution estime avoir payé assez le scénographe pourrait exercer ce droit moral si cette expo doit durer 10 ans par exemple et qu'elle doit connaître peut-être des déclinaisons, des réadaptations, etc. Mais c'est quand même assez compliqué pour l'institution et c'est quelque chose qui, si ça doit rentrer dans les mœurs, c'est quelque chose, il me semble, à inventer. Est-ce que je me trompe ? Oui, alors, moi c'est vrai que souvent je pense, puisque je fréquente aussi les plateaux de cinéma, donc je travaille sur des films et puis le théâtre. Alors c'est vrai que par exemple avec la charte qui a été fondée, puis c'est récemment cette reconnaissance par la Maison des artistes des scénographes auteurs, donc voilà, ça c'est maintenant acté depuis 2020. Ce qui est un pas déjà énorme. La question au cinéma ne se pose pas. Quand on est chef décorateur scénographe, on a un pourcentage sur le nombre d'entrées au même titre que la star, que le metteur en scène, que l'auteur et autres. Au théâtre privé, c'est exactement la même chose. Au théâtre privé, il y a un pourcentage, il y a un fixe et un pourcentage aussi sur le nombre d'entrées par soir. Et donc il y a des relevés voilà, chiffré. Donc, comme on est dans ce schéma aussi économique, c'est-à-dire que bon, les expositions, on sait aujourd'hui qu'elles rapportent pas mal d'argent, elles brassent beaucoup de personnes. On parlait tout à l'heure de 100 000 personnes, voilà. Donc, ça veut dire que je pense qu'aussi c'est une question d'implication à tous les niveaux, quoi. Non seulement dans le fonctionnement général, effectivement, comment monte-t-on une équipe de collaboration entre commissaires d'exposition, scénographes, muséographes et tous les métiers, mais aussi une implication qui peut s'étendre aussi jusqu'à l'économie, quoi. C'est-à-dire, ben voilà, je sais pas, je pense aux grandes expositions spectacles qui se font aussi, parce qu'elles existent aussi, Toutankhamon, Napoléon, voilà. Je pense que bien évidemment, enfin voilà, on est dans ces choses-là aussi. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais qui en fait, pour moi, relève simplement de comment on travaille ensemble, quoi. Quelle est la nature pour travailler beaucoup plus en lien à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire de faire non pas une segmentation de prestations où effectivement on va assembler des choses, mais des morceaux, mais faire équipe, quoi, tout simplement.
Du reste, j'aime bien, il y a un commissaire d'exposition que vous connaissez tous, qui s'appelle Jean-Hubert Martin, lui se considère comme un auteur. Et je trouve que cette position-là est très intéressante, parce que pour lui, l'exposition, c'est effectivement le droit à l'interprétation sur un sujet en rassemblant un certain nombre d'œuvres. Ce qui est une considération énorme, quoi. Voilà, c'est pas simplement une exécution de... voilà. Mais je sais pas, il y a peut-être des questions dans la salle. Oh, pardon. Pardon, Anne. Non. Non, je voulais juste un tout petit peu rebondir sur la question du modèle économique qui est effectivement tout à réinventer, puisque, bon, je prends ma petite casquette, encore une fois, de l'institution aujourd'hui. On n'a effectivement pas de CNC, donc aujourd'hui, les institutions culturelles, elles ont une mission dont on a parlé, à quoi sert le musée, était la question de la première table ronde. Et le modèle économique actuel, c'est que c'est quand même les institutions, elles fonctionnent à perte. Donc on n'est pas du tout dans un modèle qui nous permet de gagner de l'argent et d'un modèle économique créditeur. Donc il y a un danger quand même évident à se dire que c'est uniquement les expositions qui génèrent des revenus, qui vont devoir, et les expositions de spectacle qu'on a pu décrier jusqu'avant, on ne reviendra pas sur les interventions de tout à l'heure, mais il y a quand même l'idée que pour pouvoir répondre à la mission qu'on a, étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas de service, il n'y a pas de financement comme peut l'avoir sur la culture contemporaine, comme peut l'avoir sur le théâtre, comme peut l'avoir sur le cinéma, nous, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être uniquement dans une logique où, effectivement, si demain vous étiez rémunéré collectivement sur les revenus, vous ne gagneriez pas beaucoup d'argent. Oui, ça c'est le point dont je pense tout le monde a conscience, mais dans le milieu audiovisuel, il y a un système vertueux qui s'est mis en place justement entre les institutions privées, enfin les sociétés privées et les institutions publiques qui sont les grandes chaînes, essentiellement les grandes chaînes de télévision publique, ou avec les producteurs privés, où il y a une valorisation par les producteurs privés des films financés par les chaînes, qui font qu'il y a d'une part, il y a un travail qui n'est pas dans la mission des chaînes, de distribution à l'étranger, de valorisation des œuvres, etc. Là, je pense, j'ai l'impression, et notamment comme les expositions et les supports ont de plus en plus tendance à être numériques, à se décliner sur différents supports, que ce soit in situ, que ce soit web, que ce soit sur des plateformes. Il y a des déclinaisons possibles des productions faites avec les expositions qui ne sont pas forcément dans les missions des institutions, sur lesquelles les entreprises privées ont parfois plus d'opportunités que les institutions pour développer et pour valoriser, justement. Mais là, ça veut dire aussi que la notion d'œuvre est au centre, à chaque fois. Y a-t-il des questions? Après, on va devoir clore cette table ronde. Ah, est-ce qu'il y a un micro là? Xavier Limagne, muséographe. J'ai un commentaire sur une solution que j'avais trouvée avec les services juridiques quand j'étais à la Cité des Sciences, et après, j'ai pas toujours réussi. C'était de prévoir une différenciation entre l'utilisation non commerciale et commerciale, c'est-à-dire qu'effectivement, les expos, elles sont financées par des fonds publics, et si c'est pour itinérer dans un lieu de culture qui n'a pas beaucoup de moyens, il ne va pas y avoir de profit. Et parfois, ça m'est arrivé que les expositions soient demandées à l'international dans un objectif commercial. Et à ce moment-là, j'ai vu que si ça avait été prévu au départ, c'est simple d'aller rémunérer le scénographe, le graphiste, etc. Parce qu'on a prévu dans son contrat de cession de droit, dans le cas d'une utilisation commerciale, un pourcentage. Et c'est parfois un frein au commerce, si ça n'a pas été négocié au départ, d'aller rechercher les uns et les autres. Les gens de l'itinérance vont dire « ça va être trop compliqué à monter parce qu'il faudra aller rechercher chacun pour... Bon. » Donc j'ai essayé de faire en sorte que dans le contrat type, ça soit prévu d'avance, avec un pourcentage, peu importe lequel, mais que ça soit fait de façon à ce que, dans le cas où l'expo est demandé pour une itinérance internationale qui va rapporter de l'argent, ça soit prévu et que ça soit simple.
Oui, oui. On va conclure sur tout ça, juste pour dire simplement que, par exemple, dans le théâtre privé, alors, on n'a pas encore réussi sur le théâtre public, mais il y a un fixe et il y a un pourcentage. C'est-à-dire qu'il y a une estimation, la prise de risque est partagée. Mais il y a donc de fait, il y a reconnaissance aussi des fonctions de chacun et de l'investissement. Voilà, je suis désolé, on doit conclure. Merci et bonne soirée. On a encore un petit message à faire passer. On a bien entendu les messages financiers, mais je crois que dans tout ça, il y a une question de posture. Et la dernière table ronde, œuvre en collaboration ou de collaboration, elle résume en fait tout l'enjeu, je pense, qu'on a dans nos métiers. On a tous noté des mots-clés: pluriel, polysémie, faire commun, nourrir les regards, engager le corps. Un espace dynamique, débattre d'un point de vue, le musée véridique, se rassembler, dialoguer, bouleverser les idées reçues. Tiens, je termine par hasard par œuvre en collaboration, je crois que c'est vous qui l'avez dit, Anne. L'enjeu, c'est de commencer cette conversation en collaboration. Et on vous invitera à différents moments de l'année pour des événements comme ça, pour continuer la discussion, parce qu'elle se fera même peut-être pas sur un an, en tout cas pas sur 2 heures de nos après-midi. Et on vous invite tous, vous, les gens de l'exposition, à venir participer à ces débats pour essayer de trouver des pratiques communes qui font avancer le schmilblick, comme on dit. Je laisse Adeline conclure. Bon, c'est formidable. Le dernier message, c'est si on veut avancer, il faut bosser, tous ensemble. Et donc, il faut continuer ces échanges. Merci beaucoup, parce que c'était tout à fait passionnant, extrêmement frustrant, évidemment, d'arrêter. Mais je pense que c'est l'objet de tables, de groupes de travail qui vont se faire sur la durée. Et tous les gens qui sont intéressés à rentrer dans un des 3 groupes de travail sur ces 3 thématiques qu'on a abordées, s'il vous plaît, faites-vous connaître, bureauxpo@gmail.com, allez voir sur notre site. On va faire en janvier, à l'initiative d'ailleurs de Manifesto d'Alexandre, je ne sais pas s'il est encore là, probablement l'Assemblée générale d'XPO, mais également une fête, parce qu'il y en a marre de ne pas se voir, et qu'on se touche, et qu'on se parle, et qu'on continue ce travail. Donc en janvier, regardez bien, ça sera chez Push, ça sera chez Push en plus, c'est l'occasion d'aller voir chez Push, cet endroit incroyable à Clichy. Donc voilà, donc les jeunes aussi, dernier message pour les jeunes, il y en a là-bas, hein, de chez moi. Les jeunes, inscrivez-vous dans une des associations pour faire partie du réseau XPO, parce que XPO, ce sont des associations d'abord. Donc, adhérez aux associations. Il y a des tas de modalités très favorables pour que les jeunes adhèrent à moindre coût, mais impliquez-vous, parce que c'est votre avenir. Et là, on a besoin de vous. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci à tout le monde. C'était superbe. Et merci à toi, à Carole, qui a beaucoup œuvré avec moi.